Allez, on est parti. Donc effectivement, ce soir, on va vous parler de la fameuse réforme des retraites. On va parler de retraite, hein, de manière générale, pas que de la réforme. Voilà, on attendait un petit peu que ça se tasse, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a quelques mois, le sujet était un petit peu sulfureux. Donc on ne voulait pas générer de tensions inutiles, etc. Puis surtout, on attendait d'avoir un petit peu des décrets, parce que, comme vous le savez, quand on a une loi qui sort, la loi c'est bien, mais le diable est souvent dans les détails et le diable est souvent dans les décrets. Donc maintenant que les décrets sont à peu près tous sortis, on attend encore quelques précisions, ça nous permet de vous faire une restitution un petit peu plus concrète, de voir à quelle sauce on va être mangé ou pas, de voir s'il y a des opportunités, de voir si il faut tout de suite partir à l'étranger ou pas. Enfin voilà, on va discuter de tout ça tranquillement. Et je ne vais pas être tout seul pour vous parler du sujet, parce que je vais aussi animer avec Sandrine Poncet, qui va se présenter bien mieux que moi, mais c'est un vrai plaisir aussi d'être avec Sandrine, parce que c'est aussi pour nous l'occasion d'officialiser voilà, une annonce, un mariage, entre guillemets. Alors pas moi avec Sandrine, hein, vous doutez bien, à Gory, bien sûr, puisqu'on vient on est en train de finaliser la création d'une SPE, dans le jargon, une société pluriprofessionnelle d'exercice, où ça va être le mariage entre avocat et expert comptable. Donc on sera, et c'est un grand honneur, la première société pluriprofessionnelle sur l'Isère. Il y en a d'autres en région. Donc voilà, ça a été un long chemin qui n'est pas complètement terminé. Donc avec Sandrine et une autre Sandrine Villani aussi, qui va être plutôt sur des aspects de droit social, et Sandrine Poncet sur les aspects droit des affaires. Je te laisse en toucher deux mots, Sandrine, et te présenter. Bonsoir, donc Sandrine Poncet, je suis avocate sur le barreau de Grenoble depuis maintenant 22 ans. J'ai une activité principalement tournée vers le droit commercial et de manière annexe vers le droit social, droit du travail, droit de la sécurité sociale, donc notamment tout ce qui est les contrôles URSSAF, etc. Et j'interviens donc avec ma consoeur Sandrine Villani, tant en conseil qu'en contentieux devant toutes les juridictions. Et c'est vrai que c'est avec plaisir qu'on rejoint le groupe Gory dans le cadre de la SPE. C'est une nouvelle aventure pour nous, c'est une première sur Grenoble, donc on est hyper motivés et hyper contente. Et en tout cas, merci de nous avoir proposé de co-animer la soirée ce soir. Merci à toi, Sandrine. Voilà. Alors, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce soir, on va vous parler retraite. Essayez de réfléchir, est-ce qu'on a des stratégies pour pallier à la diminution et la baisse des retraites? Alors, on va faire une petite introduction pour vous rappeler que la France est championne du monde, mais pas qu'en foot. Elle est aussi championne du monde en termes de dépenses. En termes de PIB. Vous savez qu'aujourd'hui, le montant du PIB qui est engagé pour la dépense de retraite en France est 14%. 14%, oui. Là où la moyenne de l'OCDE est à 8%. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée déjà. Et c'est peut-être un peu petit, mais donc dans l'OCDE, on a devant nous des pays où c'est pas non plus la barbarie, mais voilà, on a des pays qui sont assez civilisés, on va dire ça comme ça, et qui arrivent à organiser et à limiter l'engagement sur leurs dépenses de retraite. Alors, effectivement, on n'est pas les derniers, puisque derrière nous, il y a la Grèce et l'Italie. Voilà, je vous laisse avec ça. Ok. Donc ça, c'était déjà de poser le sujet. C'était aussi de savoir qu'il y a, au-delà de ça, pourquoi on a ce taux, il y a un vrai problème d'efficacité de la dépense. Je ne veux surtout pas faire de politique ici, ce n'est pas du tout l'objet, mais c'est de comprendre que si on engage autant de dépenses pour les retraites, c'est certainement qu'au regard d'autres pays, il y a un problème d'efficacité. Déjà, vous devez peut-être en avoir entendu parler, il y a X régimes, on parle de 42 régimes en France, là où il y a des pays, il y a 2 régimes, privé-public, enfin je schématise. Nous, on en a 42 quand même, quoi. Donc 42 caisses de retraite, 42 sièges sociaux à Paris, 42 personnes multipliées, bon vous avez compris, il y a certainement un problème d'efficacité qui fait qu'aujourd'hui, et ce montant de 27% ne fait qu'augmenter depuis des dizaines d'années, on a aujourd'hui 27% des cotisations que vous versez, qu'on verse tous, qui partent dans le fonctionnement du système, qui ne partent pas pour justement rémunérer et verser les pensions, qui partent juste pour que le système fonctionne. Est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas, mais il y a des statistiques, notamment dans les pays du Nord, sur les pays scandinaves qui sont plutôt vertueux, on arrive à des 10-12%. Donc il y a un vrai problème d'efficacité. Ça, c'est la première chose, de la dépense. C'est valable sur les retraites, c'est certainement valable sur d'autres choses aussi. Je ne vais pas faire trop de projections et de macroéconomiques, mais c'est bien d'avoir un petit peu cette tendance. C'est que, et vous le savez, aujourd'hui, structurellement, on est déficitaire depuis quelques années. La crise de 2008 est aussi passée par là. Le Covid n'a pas arrangé, vous en doutez bien. Et que
Aujourd'hui, on a une petite remontée, mais les projections, ce n'est pas les miennes, c'est celles du corps, donc quand même des sachants, on va dire, nous annoncent quand même soit des scénarios un petit peu cata, où on va se retrouver avec un déficit, vous avez compris, soit des scénarios un petit peu optimistes, mais il faudrait quand même arriver à générer, pour arriver à un équilibre à 0,5, 1,6% de croissance. Donc je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, cette année on attend au mieux 0,7, ça c'est les annonces françaises, et l'OCDE annonce plutôt un 0,5. Donc je pense qu'on sera certainement ni dans le scénario du pire, ni dans le scénario du mieux, certainement entre les deux. Et entre les deux, vous l'avez compris, on est en dessous de la ligne de flottaison, donc on est déficitaire et structurellement déficitaire pour encore un paquet d'années. Donc vous avez vu, je vous annonce que des bonnes nouvelles, c'est formidable. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du premier bloc, de comprendre le régime obligatoire. Alors, ce système de retraite, comment il marche? Il marche par ça. Il faut vraiment comprendre cette formule de calcul. Donc, cette formule de calcul, en fait, on a 3 éléments. Le SAM, salaire annuel moyen, on y reviendra, ce n'est pas celui qui vous ramène en fin de soirée, hein, c'est un autre. Voilà. Le taux, on va comprendre comment ça marche, et le fameux ratio qui va nous amener à quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, la décote, fameuse décote. Voilà. Donc on va attaquer dans le vif du sujet, ce SAM, ce salaire annuel moyen, comment il se calcule. Alors ce salaire annuel moyen, pour vous, les fonctionnaires c'est différent, c'est les 6 derniers mois, pour vous, pour nous, c'est les 25 meilleures années. Donc vous voyez déjà un petit peu les différences, mais c'est comme ça, dans le privé, c'est les 25 meilleures années. Alors, ces 25 meilleures années, elles sont bien évidemment revalorisées, c'est-à-dire que le salaire que vous avez eu il y a 25 ans, s'il fait partie de ces 25 meilleures années, c'est celui que vous avez eu il y a 25 ans, mais on va le revaloriser. Impossible d'avoir un salaire annuel équivalent par rapport au plafond de l'exercice en cours, par rapport à cette revalorisation des plafonds versus la revalorisation de l'inflation. Okay. Alors, vous allez me dire, c'est les 25 meilleures années, je gagne très très bien ma vie, ça fait 25 ans que je gagne très très bien ma vie. Admettons que vous gagnez 100 000 euros, vous avez cette chance-là, c'est parfait. Donc, vous allez dire, moi j'ai 25 meilleures années à 100 000, mais en réalité non. Parce qu'en fait, les 25 meilleures années, elles sont plafonnées. Elles sont plafonnées à quoi? J'entends des « oh merde ». Elles sont plafonnées au plafond annuel de la sécurité sociale. C'est-à-dire que dans le régime de base, on parlera des complémentaires après, dans le régime de base, au mieux, vous pouvez vous cotisez, vous payez des cotisations pour au mieux avoir un taux de retour sur le plafond de la Sécu. Donc, vous voyez déjà un peu là où je vous amener, c'est de se dire, je ne veux pas dire qu'il faut se limiter en rémunération à 46 000, mais ça veut dire que tout ce que vous cotisez au-dessus, vous cotisez moins. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail des taux de cotisation. Vous cotisez nettement moins, mais vous cotisez à fond perdu. Vous cotisez pour le système, vous cotisez pour ceux qui arrivent, pour les autres, mais en tout cas pas pour vous. Donc, je ne dis pas de limiter vos rémunérations, ce n'est pas du tout l'idée, mais c'est d'essayer de dire, est-ce que ma rémunération qui dépasse éventuellement 46 000, est-ce que je ne pourrais pas faire un petit peu autre chose avec? On en parlera un peu après. Alors, ça, c'était le SAM. Voilà, le premier indicateur de la formule. Le deuxième, c'est le taux. Donc, votre salaire annuel moyen des 25 meilleures années, on va le multiplier par un taux. Alors vous allez me dire, le taux c'est 100%. Eh bien non, c'est un peu comme le SAM, c'est que le taux plein, ce qu'on appelle le taux plein en France, c'est, pour ceux qui savent, 50%. Donc au mieux, vous cotisez, vous battez pour 50% du plafond de la Sécu. Donc en gros, 23 000 euros. D'accord? Pareil, c'est comme ça. Alors ce taux, il est dit plein, mais il y a des conditions. C'est-à-dire que pour atteindre le taux plein, il faut respecter des conditions à la fois d'âge légal de départ à la retraite et de cotisation de trimestres, les fameux trimestres acquis. Donc, si en fonction de votre âge, vous n'avez pas, et on vous présentera la table après, c'est là où des fois c'est un peu compliqué, il faut juste se référer à la table, si au moment de l'âge de départ à la retraite, vous n'avez pas l'âge légal requis par la loi ou qu'il vous manque des trimestres pour X raisons, des interruptions de carrière, des choses comme ça, on va vous appliquer une décote. Et cette décote, on va le voir, en fait, c'est un coefficient de minoration, c'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas 50%, vous aurez peut-être que 46, que 47, que 48. Alors, notre exemple, il nous amène où? En fait, le taux de la décote, vous allez voir que s'il vous manque 1 ou 2 trimestres, il n'y a rien de dramatique, parce que globalement, la décote va être relativement faible. Mais si vous commencez à avoir des 10 trimestres, des 12 trimestres, vous allez voir que c'est relativement impactant. Donc l'idée, ce n'est pas de faire trop la chasse au SAM, au salaire annuel moyen, puisque de toute façon, il est plafonné au plafond de la Sécu, c'est plutôt de faire la chasse au trimestre manquant. J'étais encore hier avec un client pour étudier son relevé de situation.
où concrètement il lui manquait 12 trimestres. On avait fait le calcul, c'était assez impactant, mais on avait analysé dans son relevé de situation qu'il avait des trous dans sa carrière, mais en fait je pense qu'il y avait un problème dans le report des trimestres, et très clairement je pense qu'il a besoin de ressortir les archives et de faire valoir ses droits, parce que les 12 trimestres, ils étaient juste manquants dans son relevé de carrière. Donc ça, c'est vraiment des choses, on y reviendra, sur lesquelles il faut regarder. Donc, ma décote, comment ça se calcule? En fait, c'est 1,25% de décote par trimestre manquant. Donc, quand je vous dis qu'il commence à vous manquer un trimestre, 2 trimestres, c'est pas très grave. Si vous en manque une dizaine, ça fait un petit peu du bruit. Donc, par exemple, il vous manque 3 trimestres, 1,25 x 3, 3,75. Je vous passe les calculs arithmétiques. On a une autre technique, nous, beaucoup plus rapide, c'est on enlève 0,625 par trimestre, ça revient exactement au même. Donc quelqu'un qui lui manquerait 3 trimestres aurait finalement un taux de liquidation à 49 et pas à 50. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas dramatique. C'est juste pour vous expliquer le calcul. Et enfin, c'est pas fini, vous allez me dire, avec tout ça, on rabote encore un petit peu, parce que le principe, c'est on vous pose des textes et puis on essaye de raboter. Et ben on fait un dernier décompte qui est en fait la durée d'assurance reconnue par les régimes compétents, les fameux trimestres cotisés reconnus, et les trimestres requis par rapport à votre âge de départ à la retraite. Donc vient après le deuxième bloc, là on va aller assez vite. Ce deuxième bloc, en fait, c'est les régimes de retraite complémentaires. Donc on a vu socle de base, vous vous rappelez la pyramide, socle de base, les régimes obligatoires, la Sécu, et deuxième bloc, les régimes complémentaires. Donc ces régimes complémentaires sont gérés par des caisses, des organismes, l'ARCO, l'AGIR pour les salariés que vous connaissez, pour les artisans, le RSI, le régime social des indépendants, et pour toutes les professions réglementées, chaque profession ayant sa caisse de retraite, la CAVP, les pharmaciens, la CAVEC, les experts comptables, le CNBF, les avocats. Je pourrais vous faire les 42, mais je ne les connais pas tous par cœur. Ce système complémentaire, il est complètement différent. Il s'est construit, en fait, si vous voulez, par les partenaires sociaux qui ont mis en place un système qui a été plus ou moins réformé, plus ou moins amendé, mais qui est quelque part intellectuellement un peu plus simple. Et vous savez qu'avant la réforme de cet été, notre cher président avait nourri un projet certainement intellectuellement très intéressant, qui était de passer tout le monde au point. Mais c'est vrai qu'au moins le système du point, il mérite d'être simple, quoi. Si on cotise, on a des points. Après, il y a la notion de se dire combien mon point vaut par rapport en montant de retraite. Mais dans les caisses complémentaires, c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas ce système de salaire annuel moyen, on n'a pas ce système de décote, enfin on l'a un petit peu quand même, mais c'est certainement plus simple. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez cotiser chaque année en fonction de votre salaire, en fonction de vos organismes. On ne cotise pas la même chose à la caisse des avocats, on ne cotise pas la même chose à la caisse des experts comptables ou à la caisse des cadres. Ça marche par régime. Donc je ne peux pas vous étendre là la présentation, parce que sinon on en aurait pour 4 jours. Donc, et puis ça dépend de votre profession et dans quelle caisse vous êtes. Ce qui est plus compliqué, c'est que ceux qui ont des activités un peu morcelées, ou qui ont été commerçants, comme dans notre exemple avant, qui ont été salariés pour revenir des fois indépendants, freelance, on se retrouve avec des multitudes de systèmes. Et c'est vrai que pour faire le décompte à la fin, c'est pas évident. Donc généralement, pour nous, on privilégie le client qui a fait toute sa carrière au régime des indépendants. Ça, on adore. Il n'y a pas de souci. Mais on a des fois des relevés de situation, pour peu qu'il y ait un peu on en parlait tout à l'heure, de cotisations versées à l'étranger sur des caisses aux États-Unis ou autres, pour faire valoir ses droits aussi. On rentre vite dans du parcours du combattant. Et ça, c'est très français aussi. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que le régime des complémentaires, en fait, ça fonctionne par points. Donc, vous avez un salaire, vous avez des points, et ces points, ils ont une valeur qui est faite par chaque caisse. Je vous ai pris des exemples. Au niveau de l'AGIR, la caisse des cadres, on a un taux à 1,45, le point vaut 1,45, à la CIPAV, ex-caisse des indépendants, 2,77, et au RSI, 1,28. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et ça se décide avec les partenaires sociaux et avec les assurés chaque année auprès des caisses. Ok ? Alors, pareil, je ne vais pas faire trop technique, ça on peut en parler aussi, j'en touche deux mots. Il ne faut pas confondre le prix d'achat du point et sa valeur de cotisation. C'est deux choses différentes, des fois il y a des petites confusions. Si vous avez des questions par rapport à ça, on y reviendra, mais je ne veux pas trop développer ici. Voilà un peu pour notre système de retraite en France, donc régime de base, vous l'avez compris, pas grand-chose, un peu le RSA de la retraite, je schématise. Régime complémentaire assez intéressant, où s'il y a des choses à faire, il faut aller creuser ces régimes de complémentaires selon vos professions, parce qu'on a des fois des opportunités, on a des caisses de retraite qui permettent par exemple d'upgrader
en fonction de votre niveau de rémunération, vous pouvez être dans une classe C, par exemple, n'importe quoi, et la caisse de retraite permet, complémentaire, de passer dans la classe D. On peut comme ça faire des upgrades, je pense notamment à la CIPAV qui le permettait, les experts comptables, je ne connais pas bien les avocats, mais on doit pouvoir le faire. Les pharmaciens peuvent aussi le faire. Voilà. Donc ça, il faut aller regarder un peu dans le détail. On est aussi là pour vous aider, vous pointer le doigt à certaines opportunités. Mais de cotiser un petit peu plus sur la complémentaire, ce n'est pas inintéressant. Parce que, pareil, je n'ai pas mis l'exemple, sinon on allait y passer beaucoup de temps, mais le taux de rendement des points dans les régimes complémentaires sont beaucoup plus intéressants que dans le régime général. Donc s'il y a un investissement à faire, si vous avez la faculté d'upgrader au niveau de la complémentaire, l'investissement, en gros ma cotisation complémentaire, en taux de retour, en taux de rendement, c'est assez intéressant. On peut avoir des taux de rendement sur du 9-11 ans. Alors il y a un petit côté loto, ou casino, parce qu'il faut jouer avec soi, avec son espérance de vie. Mais quand on a 9-11 ans par rapport aux espérances de vie que j'ai décrites tout à l'heure, l'investissement peut être à réfléchir. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la réforme. Ah ben, j'avais déjà mis le slide, vraiment les points clés de la réforme. Donc, qu'est-ce qui a fait beaucoup couler d'encre? C'est ça, en fait, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, j'ai essayé de vous le remettre dans un graphique que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de comprendre, en fait, l'impact. En fait, l'impact, c'est quoi? Vous l'avez compris, c'est de faire des économies. Donc, pour faire des économies, soit on rabote, soit on fait les calculs de décodes, de coefficients, etc. Soit on fait ce que nos gouvernants savent très bien faire, c'est on reporte l'âge. En termes de simplicité, effectivement, on reporte l'âge légal de départ à la retraite. C'est sûr qu'on fait des économies mécaniques parce que on va différer le versement au niveau des pensions, au niveau des dépenses publiques. Maintenant, la question, c'est de se dire, forcément, quand vous regardez, vous allez... c'est normal, ça c'est très français aussi, c'est toujours se regarder par rapport à soi-même. On s'en moque un petit peu de est-ce que les autres sont impactés, c'est est-ce que soit on est impacté. Forcément, selon où on se trouve, on va dire, ça tombe bien, moi je suis en 60, j'ai 62 ans, avant la réforme, après la réforme, je ne suis pas impacté, je suis pour cette réforme, évidemment. Et voilà. Par contre, la personne qui est en 66, elle, ou en 65, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, j'en suis désolé pour vous, mais pour vous, vous allez devoir bosser un tout petit peu plus, mais surtout, vous allez devoir, en termes de trimestres requis, avoir 3 trimestres requis supplémentaires. Donc, pourquoi ils ont fait ça comme ça? Vous avez compris, ils ont voulu avoir quelque chose de graduel, il y a une espèce de logique à la courbe. C'est toujours pareil, si vous êtes dans la ligne qui est impactée, forcément, vous allez être vent debout contre la réforme et plutôt être contre. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça, ça vous tombe dessus. Après, il faut composer avec et faire avec. Ce qui fait qu'au bout du système, pour les générations, ça me parle, 73 et après, 64 ans, donc on reporte l'âge légal de 2 ans, à 172 trimestres, là où aujourd'hui on était à 169 trimestres et un âge légal de départ à 62 ans. Donc la première remarque, je faisais la petite parenthèse par rapport à tout à l'heure, c'est des fois on me dit non mais moi je partirai à 60 ans, moi je partirai... En fait, vous pouvez arrêter de travailler, ça ok, mais vous ne pouvez pas liquider de retraite avant la pyramide d'âge qui est ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez avant, mais vous n'aurez pas de pension, ça n'existe pas. Ok, ça c'est le premier point. Donc voilà, ça on le subit. Pareil, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est comme ça, il faut comprendre. Ce qui est sûr, c'est quand vous êtes, c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge et je trouvais assez sympa ce schéma, ceux qui sont le plus impactés, c'est les générations 64, 65, 66. Effectivement, ceux-là sont plutôt impactés négativement. Il faut bien qu'il y en ait qui passent en premier, quoi. Alors, après, on a un autre dispositif qui a été aménagé. Pareil, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais là, pour le coup, il y a assez de souplesse. C'est les fameux dispositifs carrière longue. Donc, carrière longue, c'est quoi? C'est pour des personnes qui ont commencé à travailler, rentrer dans la vie active et commencer à travailler jeunes. Là, on a quand même des opportunités de partir un petit peu plus tôt. Maintenant, pareil, il faut regarder les conditions. On vous annonce ça, le diable se cache dans les détails, je dis toujours. Donc, en gros, il faut avoir validé 4 ou 5 trimestres en début de carrière. Bon, si vous avez commencé effectivement à 16 ans, 18 ans, vous avez fait des petits boulots d'été, des fois comme ça peut permettre de valider 1 ou 2 trimestres par-ci par-là. Ça vaut le coup de se pencher dans le dispositif. Mais par contre, c'est ça qui est très scélérat, c'est la condition, et encore plus pour vous mesdames, on le verra après, la condition c'est d'avoir validé une retraite à taux plein. C'est-à-dire que même si vous avez commencé à travailler jeune, mais qu'à un moment donné, pour X raisons, il vous manque des trimestres et que vous n'avez pas le fameux taux plein, donc mes fameux trimestres ici requis,
on s'en moque que vous avez validé 5, 10, 20, 30 trimestres à vos 20 ans, vous n'avez pas le taux plein, vous n'avez pas le droit au régime de retraite anticipée, enfin dispositif carrière longue pour partir un petit peu plus tôt. Donc double condition, avoir validé 4 ou 5 trimestres en fonction des âges, qu'on vous remet ici, et surtout avoir le taux plein en fonction de votre génération. Donc concrètement, ce dispositif carrière longue, c'est vraiment pour des personnes qui ont travaillé très tôt. On le retrouve souvent, je le dis, dans les métiers du bâtiment. C'est vrai qu'on retrouve ça assez souvent, avec des métiers un petit peu plus fatigants aussi. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut se pencher, parce que, je ne sais pas, personnellement, je me dis, si j'ai le droit d'avoir la retraite à 60 ans, je n'ai pas envie d'attendre 64 ans pour en disposer. Je préfère la liquider tout de suite, et éventuellement de continuer de bosser si je suis en bonne santé, si j'ai envie. Parce que le principe, vous l'avez compris, à chaque fois, on ne joue pas sur un montant de capital qu'on consomme, on joue sur une espérance de vie. Donc ça nous arrivera tous un jour, on ne sera plus là, mais le problème c'est qu'on ne maîtrise pas la date. Donc le problème c'est que faire des paris sur sa santé, etc., c'est compliqué. Donc le principe c'est prends un, vaut mieux un aujourd'hui que deux demain tu l'auras, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Voilà, donc c'est un peu l'idée, c'est de se dire si à la limite je peux disposer d'une pension de retraite, même peut-être plus faible, au moins je la prends, parce que des fois quand j'ai des clients qui me disent ouais je reporte comme ça, il faut être encore sûr d'être là dans 2 ans de plus, 4 ans de plus, etc. Un autre point qui a été aussi aménagé par rapport à, c'est la fameuse surcote parentale qu'on a un peu évoquée tout à l'heure. Donc ça, c'est pour moi une vraie amélioration, encore que, parce qu'il peut y avoir des petits points, sur en fait, cette surcote parentale. Alors, cette surcote parentale, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut, en fait, si vous voulez, c'est par rapport aux enfants. En fait, vous savez que on a le droit pour chaque enfant à 4 trimestres supplémentaires pour éducation, en fait, et puis pour le fait d'avoir eu des enfants. Donc, du coup, on vous prend un petit exemple par rapport à cette réforme où on a Marie, qui est née en janvier 73, peu importe. Donc, mère célibataire, elle a 2 enfants. Donc, je ne vais pas remettre le tableau, je vous demande de me faire confiance. Elle devra totaliser, elle, 172 trimestres, comme c'est indiqué, pour partir au taux plein à 62 ans, en 2035, dans notre hypothèse. Donc, elle totalisera 164 trimestres et bénéficiera de 16 trimestres de majoration parentale. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 enfants, 2 x 8, ça fait 16, ça lui fera 16 trimestres supplémentaires. Donc, avant la réforme, on pouvait partir à 62 ans, 164 trimestres cotisés, 8 au titre des enfants, et du coup, ça lui donne ces 172 trimestres. Le problème, c'est qu'après la réforme, elle doit tirer jusqu'à 64 ans. Donc, du coup, mécaniquement, les trimestres, elle va cotiser du coup plus, parce que du coup, on reporte l'âge légal, donc du coup, on cotise plus. Donc, en fait, c'est 8 trimestres récupérés en cotisant plus, parce qu'on reporte l'âge de 2 ans, en fait, ça lui permet d'atteindre le nombre de trimestres requis, ce qui fait que le montant qu'elle pouvait récupérer au titre de la surcote parentale pour enfants, il ne sert à rien. Donc là, ça, c'est, mesdames, quand vous êtes dans cette situation, c'est pas tout le monde, hein, il y a des cas, mais en fait, on s'est aperçu que c'est quand même des cas assez récurrents, assez fréquents. Là, c'est les grands perdants de la réforme. Parce qu'en gros, on pouvait prétendre droit à des trimestres par rapport à le fait d'avoir eu des enfants, l'éducation. Et du coup, en reportant l'âge de 2 ans, forcément, on va cotiser plus par son travail, mais les trimestres reconnus par rapport à la maternité sont perdus, ne servent à rien. Alors, je vous rassure, l'État pense à tout, parce qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et du coup, ils nous ont créé, parce que ça c'est très français, on rajoute de la complexité, du coup une surcote parentale. Ce qui fait qu'en fait, ils s'en sont aperçus, ils l'ont vu quand même, mais ils ont dit, bon ok, on ne va pas pénaliser ceux qui seraient dans ce cas-là, donc on va pouvoir bénéficier d'une majoration de pension de retraite de 1,25%, hein, pas de 25%, de 1,25%, vous voyez ce que je veux dire, c'est une belle jambe, voilà, mais bon, ils y ont pensé, en tous les cas, on ne peut pas leur dire non plus, mais il y a toujours pareil, des conditions, il faut au moins comptabiliser un trimestre de majoration d'assurance dans un cas de naissance, éducation, donc au moment où on a un enfant, il n'y a absolument pas de souci, et toujours pareil, de justifier d'assurance requise pour avoir le taux plein. Donc on est toujours très accorder des avantages, on va le dire comme ça, carrière longue, on va parler après de cumul emploi-retraite aussi, ça c'est Sandrine qui vous le présentera. Là on parle de majoration parentale, mais à chaque fois, il faut avoir le taux plein. Si vous n'avez pas le taux plein, il faut continuer de bosser, vous n'avez pas le choix. Il faut racheter des trimestres, on va en parler après, ou il faut regarder son relevé de situation pour voir s'il n'y a pas un trou dans la raquette. Donc vraiment, retenez, enfin si vous devez retenir
retenir quelque chose, enfin restez quand même, partez pas tout de suite, mais c'est vraiment de faire la chasse au taux plein, il faut vraiment avoir ces trimestres. C'est vraiment ça qui est le plus important dans la réforme, et encore plus avec les dispositifs de, voilà, je mets une surcote parentale, très bien, mais il faut avoir ce taux plein. Alors, que retenir ? Beaucoup de choses. Donc, on a essayé de synthétiser. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les cotisations versées, vous l'avez compris, on cotise de plus en plus, et le ratio cotisation par rapport au retour en termes de pension de retraite, bah, vous l'avez vu, c'est de plus en plus. On cotise plus, mais en termes de revalorisation, on a moins à la fin. Comprendre que l'âge de minimum de départ à la retraite, il a été reporté de 64 à 67 ans. Ça, c'est l'âge obligatoire où vous avez automatiquement le taux plein. Ça, j'en ai pas trop parlé. Quand on parlait de taux plein, c'était par rapport à l'âge. Mais aujourd'hui, avec la réforme, ça repousse à 67 ans. 67 ans, même si vous manque X trimestres, vous avez mécaniquement le taux plein. Mais 67 ans quand même, hein, c'est un peu plus long. Okay, donc un taux plein à 50%, ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et la décote qui est importante sur les régimes de base et qui s'applique aussi aux régimes complémentaires. Je vais passer la parole à Sandrine, qui va vous parler du cumul emploi-retraite, qui est un des dispositifs aussi importants par rapport à cette réforme. Et Sandrine va vous expliquer tout ça. Merci. Alors, quelques observations sur le cumul emploi-retraite, qui est quand même dans notre pays quelque chose qui reste en marge. En moyenne, il y a 5% des retraités qui continuent à exercer une activité une fois qu'ils ont liquidé leur droit à la retraite. C'est un taux qui augmente sur certaines professions, notamment les professions médicales et les professions libérales, mais pour le reste, on est à un niveau extrêmement bas pour le moment de cumul emploi-retraite, notamment par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres pays d'Europe, comme l'Italie, comme la Grèce, qui ont peut-être des systèmes de retraite encore moins avantageux, et encore comme aux États-Unis ou au Canada, où là, on a quasiment plus de 25% des retraités qui reprennent une activité jusqu'à parfois extrêmement tard et dans un âge extrêmement avancé. Alors certainement sur conseil du ministère de la Santé, parce que qui s'est dit le travail c'est la santé et puis l'inactivité tue, on s'est dit il faut quand même permettre aux Français d'avoir plus facilement accès au cumul emploi-retraite. Et c'est vrai que toutes les réformes qui sont intervenues depuis les années 2000 ont vocation à faciliter ce cumul et également à le rendre nettement plus attractif pour les personnes qui sont concernées. Au départ, pas tout le monde pouvait en bénéficier. Maintenant, l'intégralité des retraités peuvent en bénéficier, quel que soit leur régime de retraite, qu'ils soient assimilés salariés, qu'ils soient TNS, et y compris les agriculteurs. Alors avec des spécificités pour les agriculteurs, parce qu'eux, ils connaissent des difficultés particulières, donc ils ont un régime particulier de cumul emploi-retraite. Donc depuis 2009, l'intégralité des retraités peuvent en bénéficier. Nouvelle réforme en 2015 qui a encore eu pour effet faciliter ce cumul emploi-retraite. Et puis la réforme de 2023 qui, elle, ne va pas fondamentalement changer les conditions pour intégrer ce dispositif, mais qui va une nouvelle fois tenter de le rendre plus attractif en vous permettant de bénéficier d'une seconde pension de retraite sur la nouvelle activité que vous avez pu prendre après la liquidation de votre première retraite. Donc c'est un dispositif qui s'applique à tout le monde. Il existe deux types de cumul emploi-retraite. Il y a le cumul emploi-retraite intégral ou libéralisé, c'est-à-dire que ça va être l'hypothèse où je vais pouvoir conserver intégralement ma retraite et cumuler intégralement, sans limite, sans plafond et sans condition, les ressources de ma seconde activité. Et vous avez d'autres hypothèses qui sont les cumuls emploi-retraite plafonnés. Dans ce cas-là, les ressources que vont me procurer ma nouvelle activité vont être plafonnées et je ne pourrai pas cumuler les deux ressources totalement librement. Je vais être soumis à des plafonds. Dans quelle hypothèse on est dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral? Il y a des conditions qui sont cumulatives. Pour pouvoir cumuler le revenu totalement d'une activité et de sa retraite, il y a tout d'abord des conditions d'âge. C'est-à-dire qu'il faut avoir atteint l'âge
pour bénéficier de sa retraite à taux plein. Donc il faut avoir l'âge pour bénéficier de sa retraite à taux plein et avoir également le nombre de trimestres exigés pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Vous pouvez également bénéficier totalement du cumul emploi-retraite lorsque vous avez atteint l'âge de 67 ans ou, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, vous bénéficiez d'une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres que vous avez cotisé. Donc il y a déjà cette première condition relative à l'âge et aussi au fait d'avoir, dans certains cas, cotisé un nombre de trimestres suffisant. Vous avez également l'obligation, pour pouvoir cumuler cet emploi-retraite, d'avoir liquidé l'ensemble de vos pensions de retraite, qu'elles soient de base ou complémentaires, françaises ou étrangères. Donc, je dois avoir liquidé l'ensemble de mes pensions auprès de l'ensemble des organismes au sein desquels j'ai pu être amené à cotiser. Ça, c'est une condition impérative pour bénéficier d'une autorisation à cumuler totalement les deux. Et l'autre et dernière condition, c'est le fait d'avoir cessé toute activité. Je dois avoir cessé totalement à un moment donné mon activité et en justifier. Alors ça peut être soit par la rupture d'un contrat de travail si on est salarié, soit par une révocation ou une démission des mandats sociaux. Et pour les autres professionnels où c'est plus compliqué pour en justifier, l'organisme de retraite va simplement vous demander une attestation sur l'honneur. Donc pour pouvoir bénéficier intégralement du cumul emploi-retraite, je dois respecter ces trois conditions. Il existe des petites dérogations à la dernière condition qui est le fait de justifier de la cessation totale de son activité pour certaines professions libérales et pour certains commerçants et indépendants où là, il suffit, avant de liquider sa retraite initiale, d'indiquer à sa caisse qu'on va poursuivre une activité commerciale ou libérale avec un engagement de ne pas dépasser un certain montant de ressources. Donc, si je réponds à l'intégralité de ces conditions, je peux cumuler intégralement ma retraite que j'ai liquidée avec les revenus de ma nouvelle activité. L'apport fondamental de la réforme, c'est qu'avant, je reprenais une activité, je devais donc payer des cotisations retraite, mais c'est des cotisations retraite qui ne me servaient à rien puisque ça ne me permettait pas d'acquérir de nouveaux droits. Ça n'augmentait jamais ma retraite de base et je ne pouvais pas en liquider une seconde. C'est l'un des points qui rendait quand même en France le système le moins attractif. On s'est dit qu'on avait besoin quand même des compétences des seniors, qu'on avait besoin d'expérience et qu'il fallait donc leur donner quand même une petite carotte pour qu'on accepte de reprendre une activité après avoir liquidé sa retraite. Et donc là, la grande nouveauté de la loi applicable depuis septembre 2023, c'est que je vais continuer à cotiser aux caisses de retraite, mais que ces cotisations ne vont plus être versées sans motif, puisqu'elles vont m'ouvrir le droit à la liquidation d'une seconde pension de retraite. C'est applicable à l'ensemble des régimes, salariés, MSA ou assimilés salariés ou TNS. La seule limite, c'est que pour les salariés qui vont reprendre un emploi salarié au sein de la même entreprise, eux, il y aura un délai de carence de 6 mois avant qu'ils acquièrent de nouveaux droits. Donc il y aura 6 mois pendant lesquels ils vont cotiser sans acquérir de nouveaux droits, mais dès que les 6 mois seront dépassés, ils vont commencer à acquérir de nouveaux droits dans le cadre de leur nouvelle activité. Donc c'est la seule limite à l'ouverture de nouveaux droits. Et par contre, ce délai de 6 mois, il est applicable, comme je vous l'ai dit, uniquement si on reprend une activité au sein de la même entreprise. Si je suis salarié, que je reprends directement une activité au sein d'une autre entreprise chez un autre employeur, je n'aurai pas application de ce délai de 6 mois et je vais commencer à acquérir des nouveaux droits à pension de retraite dès la prise de mon poste. Alors, pour ce qui est des salariés qui reprendraient une activité chez le même ancien employeur sans respecter ce délai de 6 mois, on sait qu'ils n'acquéreront pas pendant ces 6 mois des droits à retraite, mais
il devrait y avoir un décret qui prévoirait en plus des sanctions financières un peu plus importantes pour eux, pour les dissuader de faire ça. Parce qu'on ne veut pas en fait qu'on liquide ses droits à la retraite uniquement pour avoir un effet d'aubaine et profiter du système. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce système de 6 mois. Donc l'acquisition de nouveaux droits se fait de manière généralisée. Maintenant, quelles vont être les caractéristiques de cette seconde pension de retraite dont vous allez bénéficier au terme de votre seconde activité? Alors, il ne faut pas rêver, ce n'est pas avec cette nouvelle pension de retraite qui va vous être accordée. Vous n'allez pas pouvoir aller passer votre retraite ni en Grèce, ni sous les îles, puisque son montant va être limité à 5% du pass annuel, soit 2 199 € en 2023. Donc, ça nous fait environ du 180 € maximum par mois au niveau du montant. Donc, ça reste un montant qui reste extrêmement faible. On ouvre des droits, mais qui ne sont pas extrêmement importants en termes de quantum. L'intérêt, c'est que la liquidation, par contre, de cette seconde retraite n'a strictement aucune conséquence sur la première retraite que vous avez pu liquider. Donc, vous cumulez les deux sans que l'un ait un impact sur l'autre. Cette seconde retraite, elle est obligatoirement liquidée à taux plein. Donc, il n'y a pas de décote sur cette seconde retraite. Bon, après, d'un côté, vous allez me dire, si on commençait à appliquer des décotes sur 180 €, je pense que l'attractivité, qui demeure quand même réduite, disparaîtrait totalement. Donc, il n'y a pas de décote, mais en contrepartie, il n'y a pas non plus de majoration, et il n'y a pas de supplément ou d'accessoires qui pourraient être accordés au titre de cette nouvelle pension. Donc, c'est 50% sans rien d'autre. C'est une retraite qui, comme la retraite principale, ouvre droit à la reversion pour le conjoint survivant. Mais par contre, pour les salariés, ce n'est pas une retraite qui ouvre droit au versement de l'indemnité de départ à la retraite ou de mise à la retraite par l'employeur. Donc, je l'ai déjà perçu dans le cadre de ma première liquidation de retraite. Je ne la percevrai pas dans le cadre de la seconde liquidation de la retraite. C'est un système non plus qui ne peut pas fonctionner à l'infini, c'est-à-dire que je ne peux pas liquider mes retraites tous les 3 ans et chaque fois reprendre une nouvelle activité et acquérir de nouveaux droits. Ça ne marche qu'une seule fois. C'est-à-dire que si, après avoir liquidé ma seconde retraite, je décide de reprendre une activité, quand j'arrêterai cette troisième activité, je ne liquiderai pas une nouvelle pension de retraite. Voilà, je n'acquérirai plus de nouveaux droits. Dans ce cas-là, si je reprends une activité, je recommence à cotiser à terme. Bon, c'est quand même pour l'instant des cas qui sont relativement marginaux. Quand on a repris une activité, généralement, on ne l'arrête pas pour en reprendre une troisième derrière. Mais en tout cas, c'est un cas qui est prévu par la loi. On avait une grosse incertitude sur le positionnement qu'allaient adopter les caisses de retraite complémentaires, qui jusqu'à présent étaient quand même très contentes de percevoir des cotisations sans rien reverser. Alors, on a pour l'instant uniquement que la position des caisses assimilées salariés, l'ARGIRC et l'ARCO, qui ont dit, nous, on va essayer de s'aligner sur le régime légal, et donc les salariés qui relèvent de l'AGIRC et l'ARCO vont bénéficier de l'acquisition de nouveaux droits. Après, elles se sont dit, ça peut quand même relativement coûter cher assez rapidement, et c'est la raison pour laquelle elles ont mis un plafond. C'est-à-dire que vous allez acquérir des nouveaux droits uniquement sur les rémunérations qui n'excéderont pas le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc uniquement sur le montant maximum de 43 992 €. Pour tout ce qui est de la tranche 2, la tranche supérieure, les rémunérations qui sont versées au-delà, vous n'acquérirez pas de nouveaux droits. Pour l'instant, les autres caisses de retraite, TNS ou les caisses particulières dont on vous a parlé tout à l'heure, n'ont pas pris de position. Elles sont en train de faire des calculs savants internes pour savoir combien la mesure va coûter, parce que ça peut être sur des coûts non négligeables, notamment pour les indépendants, les professions libérales, ça peut très vite chiffrer. Donc pour l'instant, elles n'ont pas pris position, même si le ministère du Travail,
les a invités à prendre une position qui serait similaire à celle de l'Argir et l'ARCO pour motiver quand même les retraités à reprendre et à conserver une activité. Mais donc pour l'instant, on reste encore un petit peu dans le flou pour les autres caisses. Du cumul emploi-retraite plafonné. Alors ça, c'est quelle hypothèse? C'est l'hypothèse où je ne réponds pas aux conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite totale. C'est l'hypothèse où je n'ai pas liquidé toutes mes pensions de retraite. J'ai conservé par exemple des pensions de retraite à l'étranger que je n'ai pas liquidées, ou alors je n'ai pas l'âge de 67 ans et j'ai une retraite qui est minorée. Enfin voilà, c'est toutes les hypothèses où je ne respecte pas les conditions qui étaient prévues pour le cumul emploi-retraite total. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été fondamentalement modifié par la réforme, puisque dans cette hypothèse-là, je vais continuer à ne pas acquérir de nouveaux droits au titre de ma nouvelle activité. Donc, si je reprends une activité, là, je vais continuer à cotiser dans le vide. Et j'ouvrirai de nouveaux droits uniquement lorsque je passerai le cap et que je répondrai aux conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite total. Mais dans le cumul emploi-retraite plafonné, vous n'acquirez pas de nouveaux droits. On estime qu'on ne va pas vous donner de nouveaux droits, alors qu'en vérité, vous n'avez pas totalement acquis déjà les droits au titre de votre première retraite. Donc, quelque part, il y a une certaine logique. Alors, ce cumul emploi-retraite plafonné, il est également ouvert à tout le monde, sauf aux agriculteurs. Donc, les personnes qui relèvent de la retraite agriculture n'en bénéficient pas. Eux, ils ont des dispositifs un petit peu particuliers parce que notamment pour les agriculteurs qui ont liquidé leurs droits à la retraite, on les autorise sous certaines conditions lorsqu'ils n'arrivent pas à vendre leur exploitation, à conserver une activité. Et ils ont aussi le droit de conserver une parcelle de survie, on appelle ça. C'est une petite parcelle qu'ils ont le droit d'exploiter pour arrondir un petit peu les fins de mois, et on les autorise aussi, par exemple, à bénéficier d'un cumul avec leur retraite pour tout ce qui est l'agrotourisme. Lorsqu'ils reçoivent des personnes à la ferme, ils peuvent cumuler, etc. Mais ils n'ont pas accès à ce système de cumul emploi-retraite plafonné. Pour les autres, donc, c'est totalement possible. Il n'y a que pour les salariés, une fois de plus, où il faut attendre, dans cette hypothèse-là, avant de reprendre une activité dans le cadre chez le même employeur, dans le cadre de ce cumul emploi-retraite plafonné, il faut attendre un délai de 6 mois. Si là, je ne respecte pas ce délai de 6 mois avant de reprendre un nouvel emploi, ma pension de retraite est suspendue. Donc, c'est-à-dire que si je ne respecte pas ce délai de 6 mois, la sanction est relativement lourde, puisque ça veut dire que je ne perçois pas pendant les 6 mois ma pension de retraite et que je perçois que les revenus de mon nouvelle activité, qui parfois sont quand même pas très très importants et peuvent parfois être plus faibles que le montant de ma pension de retraite. Dans cette hypothèse-là de cumul emploi-retraite plafonné, donc certains ont un délai de 6 mois respecté, les autres pas, mais ce que vous avez surtout à respecter, c'est un plafond de revenus. C'est-à-dire que le tout cumulé, votre retraite plus votre nouvelle activité, ne va pas devoir dépasser un certain plafond. Si vous dépassez ce plafond, il y a une sanction couperet, c'est que vos retraites sont minorées. Donc on ne va pas taxer plus vos nouveaux ressources, mais on va diminuer le montant de vos retraites. Et ça va s'appliquer de manière identique à toutes les retraites dont vous pouvez bénéficier. Donc c'est quand même une sanction qui est relativement lourde, c'est pour ça qu'il faut faire assez attention à cette problématique de plafond. Alors le plafond, il varie selon la situation dans laquelle on est. Par exemple, pour les professions libérales ou réglementées, le plafond, c'est un pass de sécurité sociale. Pour les commerçants, les micro-entrepreneurs, les professions libérales non réglementées, c'est 50% du pass, et c'est porté à un pass si on exerce dans des zones de revitalisation rurale ou dans des quartiers prioritaires. Pour les personnes qui sont salariées ou qui relèvent du régime assimilé salarié,
et ben, dans ce cas-là, le plafond, il est fixé par rapport à la moyenne des 3 derniers salaires qu'on a pu percevoir au titre de notre activité salariée, ou alors à un montant maximum de 160% du SMIC, soit grosso modo, comme je vous l'indiquais, 2 795 € pour le 1er mai 2023. Donc ce sont des plafonds à ne pas dépasser. Et si vous dépassez ces plafonds-là, c'est votre pension de retraite qui va s'en trouver minorée. Avec une précision d'importance, c'est que ces plafonds ne trouvent à s'appliquer que si je reprends une activité dans le même retraite de base. C'est-à-dire que ces plafonds-là s'appliquent si je suis salarié que si je reprends une activité qui relève de la caisse de retraite des salariés et assimilés. Si je suis profession libérale, c'est uniquement si je reprends une activité qui relève de cette activité de profession libérale. Par contre, si je suis par exemple salarié et que je prends une activité d'indépendant, et ben dans ce cas-là, ces plafonds ne trouvent pas à s'appliquer et vous pouvez cumuler les deux revenus. Donc c'est lorsque je reste dans ma propre caisse que ces plafonds trouvent à s'appliquer. On s'est rapidement rendu compte que ces plafonds, ça pouvait être problématique. On s'en était notamment rendu compte avec le Covid pour le personnel soignant, où on s'était rendu compte que des médecins salariés, ils n'avaient peut-être pas forcément envie d'aller reprendre une activité pendant le Covid, sachant que s'ils reprenaient leur activité, ça faisait baisser leur pension de retraite de base, etc. Donc c'est pourquoi, comme d'habitude, le législateur, il s'est un peu gardé une porte de sortie et il vient vous dire dans le texte de loi qu'en cas de circonstances exceptionnelles, on pourra par décret, pour certaines activités, pour certaines zones, faire sauter ces plafonds ou alors fortement les rehausser. Et donc ça pour une période au départ de 12 mois, qui peut être prolongée encore une nouvelle fois pour 6 mois et qui peut être après pérennisée en plus par la loi pour une durée indéterminée. Donc le législateur s'est réservé la possibilité, ça touche principalement le personnel médical, de pouvoir écarter ces plafonds pour permettre de faire face à un manque de main dans certains domaines d'activité. Et d'ailleurs, pour 2023, c'est encore déjà vrai, puisque pour tout le personnel médical, ces plafonds ne trouvent pas à s'appliquer dès lors qu'ils acceptent d'aller travailler dans des déserts médicaux. Les personnels qui acceptent d'aller dans les déserts médicaux peuvent cumuler les deux sans qu'un plafond ne leur soit opposable. Voilà les grandes lignes de ce qu'on pouvait dire donc, sur le cumul emploi-retraite, sachant que normalement, c'est encore quelque chose qui va évoluer à l'avenir et qu'on a déjà des questionnements et des travaux qui sont faits pour le rendre encore plus attractif sur l'imposition de la nouvelle activité. Il y a des travaux qui sont actuellement en cours pour savoir s'il ne faudrait pas permettre une minoration de l'imposition de cette seconde activité parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de l'expérience des seniors, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de mobiliser tout le monde et donc ça va connaître des évolutions qui iront toujours vers plus de libéralisation de ce cumul emploi-retraite dans le but de faciliter son accès à l'ensemble des cotisants. Je vais rendre la parole à Laurent. Merci Sandrine. Donc vous l'avez compris, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Il faut un petit peu de sucre ou du miel, mais bon, c'est pas la carotte, elle n'est pas énorme quand même. Voilà. Donc en conclusion, les seniors, il va falloir travailler un petit peu plus. Et on va essayer de nous inciter. Alors, on va enchaîner sur les régimes dits facultatifs. Donc là, vous avez compris, l'idée de la réforme, c'était pour pallier à la baisse des pensions, vous inciter peut-être, si ça vous avez envie, de bosser un petit peu plus et voilà, de cumuler. Nous, on va essayer d'avoir un autre regard qui va être de bénéficier de régimes qu'on avait vus, les derniers étages, les fameux derniers étages de ma fusée que j'avais vus au début, les régimes facultatifs que je me permets d'appeler aussi soins palliatifs. Donc, dans ces soins palliatifs, il y a plusieurs dispositifs. Il y a des choses qui peuvent être mises
en intra dans l'entreprise et qui peuvent être assez intéressantes. Pour certains qui ont l'habitude de venir, vous allez retrouver des sujets qu'on a peut-être déjà évoqués dans d'autres soirées, qu'on pousse beaucoup parce que nous, on croit beaucoup dans ces dispositifs-là et qui sont en fait très simples, relativement simples à mettre en place, surtout dans les petites entreprises. Le premier de ces dispositifs qui me tient beaucoup à cœur, c'est le fameux plan d'épargne entreprise, PEE, PER, PERCOL, PERCO, enfin dans les anciens dispositifs. Donc des règles de fonctionnement assez simples, puisqu'on vous dit en fait que pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir un salarié. Donc un salarié ou dans certains cas, conjoint collaborateur, quand vous travaillez avec votre conjoint. Le principe de ces dispositifs, en fait, c'est d'ouvrir un plan d'épargne et d'alimenter ce plan d'épargne. L'alimentation, elle est assez facile puisque c'est en fait l'épargnant. Le dispositif permet de faire ce versement. Vous allez avoir ce qu'on appelle un versement volontaire. Vous allez verser dans ce plan. Et parce que vous avez versé, parce qu'on a mis en place un accord, c'est vous qui déterminez les règles en tant que chef d'entreprise, l'entreprise va pouvoir abonder. Le compte professionnel va pouvoir abonder. Et l'abondement, il est assez intéressant parce qu'on peut aller jusqu'à 3 fois. Vous versez 100, l'entreprise versera 300. Vous versez 1000, l'entreprise versera 3000. Donc vous voyez que des plafonds sont assez intéressants. Et les plafonds globaux, parce que vous allez me dire, c'est génial, je vais mettre 10 000 et l'entreprise va mettre 30 000, et j'arrête de me rémunérer. On y met quand même quelques petits plafonds, mais des plafonds assez intéressants, puisque sur le PEE, il y a 2 dispositifs, on est à 3 709 €, et sur le PER, PERCO, PERCOL, on est à 7 418. Vous l'avez compris, cumul de l'ensemble entre le versement volontaire et l'abondement de l'entreprise, on peut arriver à mettre de côté par personne 15 000 € que l'on va épargner, on va voir après sans trop rentrer dans le détail, mais qu'on va épargner et net d'impôts, net de charges sociales. Cerise sur le gâteau, depuis 2 ans, depuis la réforme, l'instauration du PER, le versement volontaire que vous allez faire vous, le fameux versement volontaire sur la branche PER, PERCO, retraite, en fait, elle va aussi être déductible de vos revenus. Donc là, on a encore une incitation où on a un double effet qui se coule, j'ai envie de dire, où vous allez l'abondement déductible sans impôt, sans charge sociale, et en plus, le versement que vous allez faire, vous, en tant qu'épargnant, il va être déductible de vos revenus. Donc vraiment une incitation à mettre en place ce type de dispositif. Alors, après, on a un autre dispositif qui a été mis en place là, depuis, qui existait déjà avant, mais qui a vraiment été très incitatif depuis la réforme de 2019, c'est l'instauration du fameux PER, le plan d'épargne retraite, que je me permets, parce qu'on est presque au niveau des fêtes, que je me permets d'appeler très personnellement le Père Noël. On va le voir pourquoi, parce que en fait, il y a quand même beaucoup d'avantages. Ce dispositif, il a un inconvénient, je me permets de le dire aussi en pratique, c'est les frais. Il y a des frais d'entrée sur ces dispositifs qui sont aujourd'hui, je ne vais pas dire rédhibitoires, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de frais d'entrée. Des fois, on est sur des frais à 3, 4, 5% de frais d'entrée. Tout se négocie avec les banques, tout se négocie avec les assureurs. Il faut vraiment faire le forcing, parce que quand je vois des contrats à 5% de frais d'entrée, c'est juste inadmissible. Parce que c'est souvent aussi, on va le voir, je ne vais pas faire trop technique, mais des placements qui sont faits en euros, en fonds en euros. Donc il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas réellement de gestion. Hein, ça suit le cours des emprunts d'État, puisque les fonds sont placés sur des emprunts d'État. Donc quand on vous prend 5% de frais de gestion, c'est juste inadmissible. Mais je mets ça de côté. L'objectif, c'était d'inciter, en fait, notamment les épargnants français, de réorienter un petit peu leur épargne. Parce que vous savez qu'en France, on est champion du monde de l'assurance vie, c'est comme ça fait partie du système. Mais c'était de dire, plutôt que de faire de l'assurance vie, c'est d'orienter ces dispositifs d'épargne vers le PER. Donc on a mis en place un système assez incitatif pour inciter l'épargne vers ce dispositif. Donc la courbe, je vous l'ai mis depuis l'ouverture. Alors, je n'ai pas réussi à avoir tout à fait l'ouverture, mais depuis octobre 2021, on voit que les fonds placés sur le PER ne cessent que d'augmenter. Et alors ça m'a fait assez sourire. Depuis juin 23, c'est à peu près la réforme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde a pris conscience qu'il se passait un truc. Mais en tous les cas, il y a eu une accumulation d'épargne à ce moment-là assez impressionnante. Il y a eu beaucoup d'ouverture de PER au moment un peu des manifestations et de tout ce qui s'est passé. Alors pourquoi le dispositif il est intéressant? Parce qu'en fait, il permet, j'allais dire, une réduction d'impôt immédiate, dans le sens où ce n'est pas une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt. Le montant que vous allez verser, il va venir se déduire en fait du montant global de vos rémunérations, de l'ensemble de vos revenus. Si vous avez des salaires, ça viendra se déduire des salaires. Si vous avez des revenus fonciers, ça viendra se déduire des revenus fonciers. Vous déclarez 100, vous versez 10 sur un PER, vous allez déclarer 90. Donc vous avez bien compris l'effet mécanique, vous savez comment ça marche. On est taxé sur des tranches marginales d'imposition. Plus vous êtes taxé, plus vous allez verser sur ce dispositif, plus vous allez avoir
une économie d'impôt immédiate. C'est l'exemple que je vous donne. Un contribuable, il décide de verser 10 000 €, il est dans une tranche marginale d'imposition, vous savez comment ça marche, on a un taux moyen, mais on a des tranches marginales d'imposition. Si les revenus les plus imposés sont taxés à 30, les 10 000 € que vous allez verser dans ce plan d'épargne viendront se déduire dans la tranche marginale d'imposition la plus élevée, c'est mécanique, vous allez récupérer une réduction d'impôt de 30% de 3 000. Quand sur votre avis d'imposition de l'année. Le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est des systèmes, vous savez, de provision comptable. Il faut que les sommes soient versées sur le compte avant le 31 décembre. Je ne peux pas dire j'ai fait une bonne année, je provisionne une somme que je mets en compta et que je verserai l'année prochaine ou des fois même plus tard. Non, il faut que les sommes soient versées avant le 31 décembre. On parle vraiment de versement. Donc vous voyez l'économie, l'effet immédiat. Et donc la carotte fiscale, elle est là pour le coup très importante. J'ai pris une tranche à 30, si vous êtes à 41, si vous avez la chance d'être à 45, l'effet, il est encore plus important. Donc dit autrement, l'État vous paye en réduction d'impôt le versement que vous faites dans ces PER. Alors vous allez me dire, il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais, le mais c'est la sortie, mais j'en parle juste après. Alors un moyen aussi de trouver ces plafonds assez rapidement, mais là je le dis encore, vous nous appelez quand même aussi avant, c'est mieux. Ça se trouve où? Ça se trouve dans ce fameux truc qui se trouve à la fin de votre avis d'imposition. Je ne sais pas si vous allez jusqu'à la fin, généralement on s'arrête au début combien je paye, et puis on pleure un peu. Mais c'est intéressant d'aller jusqu'à la fin pour connaître les plafonds que l'on a sur ces dispositifs. Donc là j'ai pris une déclaration anonyme, bien évidemment, et pas de nom. Mais on a une personne qui est en couple, parce que vous avez vu qu'il y a 2 déclarants, et ces plafonds, en fait, ils sont triannuel, c'est-à-dire qu'il y a un plafond annuel, comme je vous l'ai dit, par rapport aux revenus que vous avez, mais si vous n'utilisez pas le plafond d'une année, ça se reporte les années suivantes, et ça se reporte pendant 3 ans. Donc là encore, il y a pour nous un effet vraiment d'aubaine, je vais dire ça comme ça, notamment quand vous faites une bonne année. Alors si toutes les années sont bonnes, vous versez chaque année, il n'y a pas de problème, mais des fois on constate qu'on a des clients qui ont des niveaux d'activité plus ou moins importants, et il y a des fois des opportunités, parce qu'il y a des bonnes années, où voilà, on a fait une belle année, un bon bénéfice, on va payer de l'impôt, on est content. Ça peut être de se dire éventuellement de récupérer par une prime qui sera fiscalisée, mais si cette prime, elle est épargnée, alors si elle est épargnée sur un livret A, vous ne défiscalisez rien, mais si elle est épargnée sur un PER, du coup la prime, elle devient défiscalisée. Puisque vous allez prendre 10 000 € de prime, vous allez payer de l'impôt à 30% dessus, en réalité, vous avez quand même le jeu d'abattement où vous payez que 27% et pas 30%. Et vous allez la remettre sur un plan d'épargne qui va vous donner une réduction d'impôt de 30%. En réalité, vous gagnez de l'argent même. Mais je ne veux pas faire trop compliqué. Donc, c'est assez intéressant. Alors après, vous allez me dire, oui, mais je suis plafonné. Et ce qui est bien sympa, c'est que le plafond, il est triannuel. Cerise sur le gâteau, gâteau sur la cerise, je ne sais pas comment il faut dire. Vous récupérez, si vous avez envie, le plafond de votre conjoint. Donc, dans mon cas, monsieur X ou madame X peut récupérer son plafond et celui de madame, ou de monsieur, je ne sais pas dans quel sens c'est. Donc on peut arriver à quelque chose comme 20 000. Donc c'est un fusil à un coup, on peut tirer qu'une fois, mais du coup ça devient assez intéressant de se dire, voilà, si j'ai une bonne année, plutôt que de rien faire, plutôt que c'est d'utiliser ce plafond-là, parce que ça on peut le faire une fois. Alors c'est un plafond dans mon exemple, on parle de 20 000, si vous voulez mettre que 10 000, vous mettez que 10 000, il n'y a pas d'obligation d'aller jusqu'au plafond. Mais c'est assez intéressant, et ça en pratique, c'est sous-utilisé. C'est sous-utilisé, nous on y voit aussi un côté assez incitatif, c'est dans l'autre sens. En pratique, dans la vraie vie, on voit aussi des clients qui ont des revenus confortables, qui font des bonnes années, monsieur ou madame, peu importe, chefs d'entreprise, qui ont déjà mis en place des dispositifs de PE, de PERCO, voire d'épargne, etc. Et des fois, on est avec des conjoints qui ont une plus petite retraite ou une situation plus précaire. Donc ça peut être aussi d'utiliser quelque part le bénéfice de l'entreprise et de verser sur le PER de madame, par exemple, ou de monsieur, vous avez compris le sens, je ne vais pas faire de généralisation, mais d'utiliser mon plafond et d'ouvrir le PER pour le compte de celui qui a une moins bonne situation et de lui donner comme ça des droits à la retraite plus intéressants. Alors je le dis aussi, c'est une fois que c'est fait, il faut aller jusqu'au bout, dans le sens si vous divorcez, c'est l'argent qui a été versé pour madame. Donc c'est pas dire je voudrais bien récupérer, non, vous récupérez rien, parce que c'est l'argent qui est versé sur le PER de madame ou de monsieur, ça marche dans l'autre sens aussi. Pour pouvoir faire ça, il y a une case à cocher, la case 6QR pour les spécialistes. C'est comme au loto, il faut la trouver. Ce qui est plus compliqué, c'est la trouver dans la déclaration, mais nous, on sait où elle est. Parce que si vous ne la cochez pas, c'est arrivé avec un client qui pensait que c'était automatique. Non, vous n'avez pas coché la case, il faut refaire une déclaration rectificative, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, on vous prend un petit exemple, en fait, sur ce fameux rachat de trimestre. Alors, ce rachat de trimestre, on ne peut pas en racheter non plus 150, vous l'avez compris. On peut en racheter que 12.
ce qui est déjà pas mal. Et il permet de réduire la décote, ce que je vous décrivais. Donc il offre cette possibilité. Et par rapport à ça, en fait, vous avez deux options. C'est un peu comme tout à l'heure avec le cumul emploi-retraite. Soit vous rachetez des trimestres que pour le nombre de trimestres. Donc il y a une table de conversion. Je rachète un trimestre, 2 trimestres. Ça coûte en fonction de l'âge. Soit je fais une deuxième option. Je rachète à la fois des trimestres qui jouent sur la décote, mais qui me donnent également un revenu complémentaire. Donc ça coûte encore un peu plus cher. Donc il faut faire un calcul. C'est au choix. Par contre, vous ne pouvez pas dire je rachète 2 trimestres en option 1, plus un trimestre en option, c'est tout dans l'un ou tout dans l'autre. C'est vous qui faites le choix. Donc, bien évidemment, on a un peu comme le PER tout à l'heure, il y a aussi une incitation fiscale, puisque ces rachats de trimestres sont déductibles de vos revenus aussi. Un exemple, pour finir en beauté, enfin on va essayer. Donc Maryse, elle est née en 55, elle souhaite partir à la retraite en 2024, à 62 ans. Elle aura, donc avant la réforme, vous l'avez compris, elle aura 162 trimestres validés. Le taux plein par rapport à son âge, c'est 167 trimestres. Donc, vous l'avez compris, il lui manque quelques trimestres. Son fameux SAM, salaire annuel moyen, il est à 33 000. Donc, on a fait le calcul, alors sans tenir compte des coefficients de revalorisation, etc. Donc, en gros, on a nos 33 000, on a notre décote qu'on a calculé tout à l'heure, parce qu'il lui manque des trimestres. On a notre ratio 162 trimestres cotisés versus 167 trimestres requis. Bref, par le régime général, je ne vais pas aller mettre les complémentaires, j'ai voulu faire simple. Le régime général, le premier bloc de base de la pyramide, va lui donner une pension de retraite brute de 15 000 €, 15 007 €. Donc, elle fait l'option 1, j'ai fait l'option la plus simple, de racheter des trimestres uniquement sur le taux seul, sans aller sur le rachat avec un montant de cotisation, enfin de pension supplémentaire. C'était plus simple pour moi de le calculer, parce que pour avoir l'info, pour faire la simulation, c'est compliqué. Donc, en gros, elle va racheter ses trimestres, donc 5 trimestres manquants, en fonction de la moyenne de ses revenus qu'on prend sur les 3 dernières années, parce que ça dépend de l'âge, mais ça dépend des revenus, et on prend la moyenne des revenus des 3 dernières années. C'est comme ça que ça marche, dans la table que je vous ai mis, vous retrouverez tout ça. Donc son rachat, il coûte 4 263 € pour elle, mais je vous dis, si vous avez 62 ans, que vous avez à peu près 33 000 € de revenus, ça va être à peu près ce que ça va vous coûter si vous devez racheter des trimestres. Parce que ce n'est pas individuel, ça dépend de l'âge, ça dépend de la rémunération. Donc, vous voyez que ça coûte quand même relativement cher par trimestre. Donc, on est sur un pourcentage 12-18 de 35 000. Donc, on a un coût de 21 315 pour acheter 5 trimestres. Donc, on l'a vu, c'est déductible. Donc, par contre, on se dit, ouais, mais je vais quand même récupérer une réduction d'impôt. Notre Maryse, elle est imposée dans une PMI tranche marginale à 30, donc elle va quand même récupérer une réduction d'impôt. Donc, ça, on le met en place dans le calcul. Donc, grâce au rachat, elle va passer de 46 à 50, vous l'avez compris, c'était l'idée de racheter des trimestres pour limiter la décote. Donc elle n'a plus de décote. Donc je vous rappelle que le taux plein en France, c'est 50%, c'est pas 100%. Donc elle va être sur une retraite, du coup, à 33 250 et elle n'a plus de rabotage 167 sur 167, puisqu'elle aura acquis tous ses trimestres. Du coup, ça va lui permettre de gagner quoi? Ça, c'est un cas réel que je vous donne, 1 493 € de plus. C'est comme ça. OK ? Donc, du coup, je me dis, calcul financier sans actualiser les revenus en fonction de l'inflation ou le rendement du cours du dollar sur truc très simple, en combien de temps je gagne? Je gagne en 10 ans. Donc, là encore, on a un calcul d'espérance de vie par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Parce que si vous décédez 6 mois après, vous aurez fait ça pour absolument rien. Donc, je ne sais pas si c'est bien. Il faut juste que ça corresponde et de se dire à un moment donné, est-ce que ce 10 ans d'investissement, est-ce que mon retour sur investissement, je me le supporte? Parce que moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez investir 21 000 €, vous l'avez compris, on peut arriver à vous faire investir 21 000 € sur un PER, tout en bénéficiant de la même réduction d'impôt, et que là, par contre, s'il vous arrive quelque chose, les 21 000 €, ils retombent à vos ayants droit. Bref, pourquoi ça ne sert à rien? Parce que, en fait, vous pouvez vous retrouver dans un système où des gens un petit peu qui aiment anticiper, on va dire l'aspect plus fourmi que cigale, on va les appeler comme ça. Donc on a un monsieur Guy, on va l'appeler comme ça, qui a 62 ans, il totalisera 170 trimestres, dont 6 rachetés. C'est-à-dire qu'il avait anticipé, il avait une bonne année, il avait racheté des trimestres. Donc, je vous rappelle qu'avant la réforme, pour lui, son âge légal, c'était 62 ans. Il devait cotiser 170 trimestres.
Et après la réforme, c'est 64 ans pour lui, parce que on report de l'âge de départ à la retraite, et 172 trimestres. Donc, dans mon cas, avant la réforme, quand on avait fait la simulation, qu'on était parti dans l'hypothèse, dans ce schéma, et on avait validé avec lui que c'était intéressant de le faire, oui, parce que 10 ans avant, on ne savait pas qu'on allait avoir une réforme, on se retrouve dans 164 trimestres acquis, parce que c'est ce qu'il a cotisé, ce qu'il a travaillé, plus les 6 rachetés. Donc il était bon, lui était tout content. Sauf qu'avec la réforme, en fait, il va devoir travailler 2 ans de plus. Donc 2 ans de plus, 164 plus 6, voilà. Et donc, du coup, les 6 trimestres rachetés, je les prends, je les mets à la poubelle. Et ça, c'est un cas réel. Mais là encore, on a des sachants qui ont pensé à tout, donc ça, ils l'ont vu aussi. Alors, c'est pas tout le monde, ça, mais on a j'ai eu 1 ou 2 clients qui étaient dans cette situation-là. Donc, vu qu'ils ont pensé à tout, ils ont dit, il n'y a pas de souci, on vous remboursera. Voilà. Mais bien évidemment, il faut faire la demande. Vous doutez bien que ce n'est pas l'administration qui va faire ce calcul-là, et ce n'est pas spontanément que vous allez avoir un virement pour être remboursé. Donc, petit focus, je ne sais pas si vous avez racheté des trimestres, mais tous les clients, moi j'ai circularisé tous les clients auxquels on avait fait racheter des trimestres pour leur dire, est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas dans ce cas-là? Parce que des fois, quand c'était il y a 3 mois, je m'en rappelle, mais quand c'était il y a 10 ans, c'est faux, c'est même pas moi qui avais fait le conseil. Donc, vraiment, on a eu un petit focus avec les clients et on en parle quand on se voit. Si vous êtes dans ce cas-là, prévenez-nous, parce que là, on ouvre et on fait marcher la machine à calculer pour voir si vous êtes impacté. Ou du moins, s'il faut faire la demande de remboursement. Parce que la demande de remboursement, vous notez qu'on est en France, vous ne montrez pas de blanche, et puis il va falloir donner un petit peu les justificatifs, et puis il ne faut pas louper le délai. Parce que si le délai il est loupé, elles devront être présentées dans un délai de 2 ans suivant la date de publication de la loi. Donc on est bon, la loi elle est sortie en septembre, donc on a 2 ans pour le faire. Et si vous vous réveillez en décembre 2026, on vous dira gentiment, c'est bien, mais il fallait venir avant. Donc, soyez très vigilants de ça. Vraiment, c'était le petit mot. Je ne peux pas vous donner une réponse comme ça. Chaque cas est spécifique. Peut-être que vous passerez à travers les gouttes parce que, en fonction des âges, etc., vous passez à travers, il n'y a pas de souci. Donc, ça reste une bonne stratégie. Mais nous, on a identifié, j'ai dans mon portefeuille 2 cas qui étaient concernés, où là, on va faire la demande de remboursement. Mais vous voyez, l'état du système, on arrive à des trucs où on a mis en place des choses pour inciter les gens. Puis après, avec la réforme, soit vous êtes pénalisé, soit vous ne l'êtes pas. Enfin, c'est la grande loterie, quoi. Donc, cette grande loterie, je vais arriver un peu à la conclusion, c'est d'être accompagné, quoi. Parce que quand on est tout seul devant son relevé individuel de situation, il faut déjà un peu démystifier le truc. Nous, on peut vous aider, mais on a besoin de vous. C'est vraiment une co-construction, de préparer sa retraite, son départ. Ça se prépare en amont, ça ne se prépare pas 15 jours avant de liquider. Généralement, on dit 3-6 mois, c'est bien, mais plus vous avez des carrières un petit peu morcelées, des carrières compliquées, il faut vraiment s'y prendre avant. Et si on veut mettre en place des stratégies, de rachat de trimestre, d'épargne, d'ouvrir des PER. Vraiment, ça se programme, ça se cale. On va avoir, nous, une vision globale par rapport à la connaissance de votre dossier où on va pouvoir vous accompagner. Donc, notre accompagnement aujourd'hui chez Agori, non, ça, je vais un peu vite, c'est après, il va se faire sur plusieurs aspects. On parle d'interprofessionnalité, donc on va avoir un regard social sur votre dossier par rapport à votre statut, parce que on ne va pas avoir la même chose pour quelqu'un qui est cadre que quelqu'un qui est TNS ou d'agricole. Voilà. Première chose qu'on va faire, c'est d'échanger avec vous, et surtout, ça va être de faire des projections. Nous, on va commencer par faire un bilan retraite. Ça va être la première chose. Ce bilan retraite, c'est de prendre le relevé de situation, de regarder avec vous, est-ce qu'il n'y a pas des trous, est-ce qu'il n'y a pas des manques, parce que certains clients, on vous suit depuis 30 ans, donc on vous connaît par cœur, mais d'autres, on suit peut-être que depuis 6 mois, donc on n'a pas tout l'historique de votre carrière. Donc ça va être d'identifier avec vous, est-ce qu'il n'y a pas des documents à ressortir, est-ce qu'il n'y a pas des carrières incohérentes. Je le dis aussi notamment par rapport aux générations un peu plus anciennes, parce que, je vais dire, mes générations, tout est informatisé, il n'y a pas d'erreur. Enfin, très rare quand il y a des erreurs. On a des fois des générations plus anciennes où il y a des employeurs, des fois, ce n'était pas toujours très bien déclaré, les retraites. Donc, il faut aller un petit peu creuser, il faut ouvrir le capot et regarder ce qu'il y a dessous. C'est la première chose. Et après, 2, c'est de se projeter avec vous sur, du coup, en l'état actuel de votre carrière, de combien il vous reste à travailler, de quels sont vos revenus moyens, de se projeter et d'avoir une projection sur quel va être le montant moyen projeté de ma pension. Donc ça, c'est des choses, aujourd'hui, on a des logiciels pour faire ça, mais il y a un peu de travail, d'analyse et après de conseils. Donc vous l'avez compris, on va rapidement aller à la boîte de mouchoirs parce que au mieux, vous aurez quasiment 45%, 47% de vos revenus actuels, ça c'est au mieux du mieux.
Donc si vous voulez commencer à avoir une retraite un peu plus confortable et d'en profiter notamment en début de carrière, début de retraite, pardon, et ben c'est de pouvoir avoir un petit peu d'argent de côté et de construire une épargne. Il y a plein de dispositifs, PER, PE, PERCO, de l'immobilier, on peut aller sur plein de sujets. L'idée, c'est d'éviter de faire des grands coups de barre à droite, des grands coups de barre à gauche, et d'essayer de tenir une ligne et de vous accompagner, de vous aiguiller au mieux, on essaye, par rapport à ces sujets-là qui sont, de notre point de vue, passionnants, mais éminemment complexes. Même nous, en construisant le support, il y a des trucs, je dis, putain, je comprends rien à ce que j'écris, je ne sais même pas comment je vais vous le retranscrire. Donc, c'est pas évident. Souvent, quand on a des questions, on ne peut pas vous répondre comme ça. On est obligé, nous, de se référer au texte, d'aller creuser, de vérifier. Chaque cas est différent, les familles recomposées, etc. Donc, c'est un sujet qui nécessite un accompagnement et de, entre guillemets, pas céder aux sirènes trop facilement, en tous les cas, des banquiers ou des assureurs, et vraiment de se poser. Et voilà. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a mis en place au cabinet, sur lequel on peut vous accompagner par l'interprofessionnalité, par des bilans retraite. On a vraiment ce savoir-faire. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, c'est avec plaisir qu'on répondra, moyennant quelques honoraires, vous vous en doutez, mais tout travail mérite salaire. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vraiment de se projeter avec vous. Et je crois que j'en ai fini, comme d'hab, en dérapant un petit peu, beaucoup même. Mais voilà, donc un grand merci pour votre attention et on va passer à la partie de réjouissance. On a prévu un petit pot qui va bien derrière. Et puis volontairement, on laisse toujours un peu les questions à la fin. On peut en parler après, pendant le cocktail. Ou s'il y a déjà des questions, n'hésitez pas. Mais vous l'avez compris, je vous répondrai en réponse de Normand. Non, ça dépend. Il faut venir me voir.